all know, and I've been asked that we should do our best to conclude this session at 7 o'clock. Yusuf Maiga, and I've been asked to. I guess not. That we should do our best to conclude this session. General Rapporteur has gone to look for Yusuf Maiga. Is Daphne Chimuka here? General Rapporteur has gone to look for others. Daphne? No. Or Gertrude Vindi Chimuka here? Daphne? No. Or Gertrude Vindi? Okay, thank you. Very good. Hello. And finally, okay, thank you. Kate Henshaw. Very good. Oh no, I'm sorry. Mary Kangeti. Enfin, Kate is Mary Kangeti here? Kate Henshaw. Oh, I'm sorry. Désolé. Marie, so we have Marie Kangeti. 3 of the 4. Is Mary Kangeti here? Marie Kangeti, est-ce qu'elle est là? Oh, désolé, oui. So we have Donc, nous avons 3 of the 4 3 des 4 représentants des groupes sont là, 3 des 4. So Yusuf Maiga, il est où? So why don't we begin with Group A, the sub-theme. On doit démarrer très rapidement. Yusuf Maiga va démarrer. On va démarrer avec Yusuf. Pendant qu'on démarre avec le groupe A, le sous-thème, c'est mettre en œuvre le développement, la mise en œuvre de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Daphne, spécialiste du réseau Huawei. Huawei, c'est un réseau très dynamique, Huawei. Elle a un diplôme de maîtrise en études scientifiques. Vous avez 10 minutes. Good afternoon, everybody. I was requested to give feedback from the session that was held in the afternoon Bonsoir à tous. on On m'a demandé de faire le rapport de la session tenue dans l'après-midi d'hier sur la qualité de l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. On m'a demandé de relever les points essentiels et de discuter quelques bonnes pratiques qui sont ressorties de la session et les recommandations qui en sont ressorties. Le premier point qui est ressorti de ces discussions, c'était que apparemment il n'y a pas une compréhension commune et il n'y a pas d'intégration des indicateurs de qualité et de l'apprentissage tout au long de la vie parmi les pays africains. Donc la compréhension de ces deux concepts n'est pas la même. Apparemment, il y a une faiblesse des politiques, un cadre pour résoudre les contraintes sociales et environnementales qui se posent à l'application des instruments internationaux et régionaux. Il y a une faible attention et l'absence de réduction de compte sur les résultats de l'enseignement dans le système de gouvernement du fait de la faiblesse des mécanismes d'assurance qualité et d'évaluation des compétences scolaires. Le financement de l'éducation est mal coordonné, ce qui affecte la promotion de l'accès et la qualité, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a une absence de politique et d'engagement à la formation continue des formateurs, ce qui a débouché sur une fragmentation des programmes d'enseignement. Au niveau des formations, il y a une déconnexion entre les programmes d'enseignement et les exigences de l'enseignement du XXIe siècle.
and exclusion. On a noté un mauvais environnement d'apprentissage et d'enseignement dans nos écoles caractérisées par l'exclusion et la violence chez certains groupes de la population tels que les personnes frappées de handicap et ceux qui proviennent des couches défavorisées. Certaines des pratiques relevées comprennent entre autres MCF qui appuie un programme à travers AFIDEP qui met en œuvre des innovations liées à l'école et au programme d'apprentissage des compétences. Ça inclut les compétences transférables dans le secondaire, mais également dans le programme de TVET. Les compétences du 21e siècle ont été introduites dans l'apprentissage des jeunes à travers les médias numériques pour les jeunes au Kenya. On a également relevé les leçons de la fondation Sani en Zambie qui a appuyé la formation emploi et la création des emplois pour les jeunes gens qui n'ont pas de compétences intellectuelles. Et cela a permis de promouvoir une inclusion économique pour prendre en charge ces groupes de la population qui sont exclus. Le réseau africain d'évaluation de l'enseignement LALA a mis en place un cadre d'évaluation pour améliorer les systèmes d'évaluation des pays. Les réformes du programme d'enseignement au Kenya a lancé une éducation basée sur la compétence qui met l'accent sur l'identification précoce des compétences. Et le projet FABI également, qui a été mis en œuvre dans les pays qui sortent des conflits pour permettre de promouvoir l'émancipation des jeunes femmes qui ne sont pas dotées de compétences et ça permet également d'intégrer la dimension genre dans l'éducation des jeunes filles. Les recommandations qui sont ressorties des deux sessions étaient que la Commission de l'Union africaine devrait utiliser ses capacités de convocation et de plaidoyer pour promouvoir le programme 2063 pour revoir le concept de formation continue et revoir le paradigme d'enseignement professionnel. La Commission de l'Union africaine doit influencer le développement de stratégies nationales qui relient le programme de formation aux besoins de main-d'œuvre des pays africains dans ce XXIe siècle. La deuxième recommandation, c'était que on doit faire progresser, prendre en compte la priorité d'éducation pour les jeunes filles dans le XXIe siècle. Il faut promouvoir les conditions d'enseignement des jeunes filles pour leur permettre d'avancer dans les différents niveaux d'enseignement et d'avoir des compétences qui les préparent à l'emploi. On doit commencer à développer des stratégies à long terme qui répondent aux besoins spécifiques des apprenants en intégrant des écoles qui sont sensibles aux enfants et des modèles d'enseignement qui sont sensibles au genre, en fournissant des réseaux d'appui sociaux, notamment pour les jeunes filles, pour entamer la transition vers l'adolescence. On doit investir dans les passerelles de promotion de la qualité de l'enseignement en mettant en place des programmes de qualité et novateurs. Ensuite, nous devons, de façon créative, essayer d'exploiter le financement public-privé et essayer d'affecter ces financements alternatifs à des interventions spécifiquement ciblant la qualité. Ça qui permettra de promouvoir l'éducation des couches
exclus et défavorisés. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au groupe B. La promotion, la science, les mathématiques, les techniques de l'information et la communication. Un collègue qui est spécialiste de l'enseignement technique à l'Université de Nairobi, qui est un doctorat en sciences de l'éducation et qui est spécialiste. Merci, Monsieur le Président. Ça, c'est le rapport du groupe 2 qui s'occupe de travailler sur la promotion de la science, les mathématiques et l'éducation. Nous avons eu une intervention du ministre par le professeur Adosene, qui est également le directeur d'une institution d'enseignement supérieur privé. Dans son allocution, le professeur a souligné l'importance de l'enseignement des sciences et de la technologie comme étant un outil d'humanisation de l'homme, de même qu'un moyen de création ou de l'amélioration des moyens d'existence et le développement socio-économique et culturel. Il a relevé que l'Afrique est dotée de beaucoup de ressources qui fait que l'Afrique est enviée par plusieurs pays et ça doit être au service de la culture et ça doit également profiter de la diaspora et des ressources naturelles qui existent, y compris les réserves pétrolières, le charbon, l'or et le platinium. Mais il se demande pourquoi jusqu'à présent l'Afrique constitue le continent le moins industrialisé à travers le monde. Et il a une réponse à cela. Il dit que le fait que l'Afrique n'a pas encore développé ses ressources humaines, notamment en matière de mathématiques et de sciences. À cet effet, il a salué, il a demandé aux participants de faire des présentations et de réfléchir à comment promouvoir les capitales humains à travers les sciences et les technologies. On a eu 4 présentations. Et dans la première présentation qui avait été faite par un représentant de la JICA, le représentant de la JICA a fait une présentation, une innovation en matière de développement des capacités des enseignants, où il a réitéré le fait que la JICA a et ça fait plus de 20 ans que le Japon est en train de promouvoir l'enseignement des sciences et des technologies en Afrique. Il y a des pays où les enseignants subissent une formation continue pour améliorer leur méthodologie d'enseignement avec l'appui de la JICA. Pour lui, ce projet de la JICA est devenu un programme intégral appuyé par le gouvernement du Kenya parce que le ministère Kenya était très engagé et a pris les devants pour financer le programme. Il a également dit qu'il y a d'autres programmes que la JICA est en train d'appuyer, qui sont en cours, y compris des problèmes comme l'amélioration des capacités des enseignants de développer certains thèmes, le développement des capacités des enseignants en Zambie. Certains thèmes sont développés en Éthiopie et au Niger. Il faut développer, il y a un projet au Niger en cours sur le développement des manuels scolaires. Ce qui est ressorti de cette présentation, c'est que le développement des capacités des enseignants, l'amélioration des pratiques des enseignants, et pour que cela soit pérenne, il faut la pérennisation des projets financés par les bailleurs comme la JICA. Il faut un engagement des gouvernements bénéficiaires, de même qu'un appui à travers la formulation de politiques. La deuxième présentation était faite par le professeur Khalid d'une école d'exploitation minière arabe au Maroc. Professeur Khalid
a émis l'idée que les mathématiques constituent une matière abstraite qui n'a aucun rapport avec et ça doit être démystifié par les enseignants, les apprenants. Et cela, c'est à cause de la façon dont les mathématiques sont enseignées à l'université. Il a présenté une innovation en matière d'enseignement des mathématiques pour montrer que les mathématiques peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes de la vie, tels que la croissance démographique, la gestion des ressources telles que l'eau, l'énergie et les minerais à travers des activités telles que la modélisation et la simulation des problèmes à travers un logiciel. Le résultat, c'est que les étudiants, l'intérêt des étudiants est aiguisé et son pays a été, et qui était un pays de sécheresse, a pu bénéficier de ces technologies. Donc une meilleure compréhension des mathématiques, de l'enseignement et l'intérêt de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques dépend de l'amélioration des programmes d'enseignement et c'est ce qui peut attirer davantage les étudiants. Les questions des langages. Il y a une présentation qui a été faite là-dessus dans la conférence et il a été relevé que les langues d'enseignement constituent une barrière pour que les apprenants apprennent mieux, notamment dans le contexte africain. Parce que les Africains apprennent dans une langue qui n'est pas la langue maternelle des apprenants. Et c'est pour ce fait que si les apprenants ont des faibles compétences dans la langue d'apprentissage, ça pose problème. C'est devenu même plus compliqué si les enseignants eux-mêmes ont une faible maîtrise de la langue d'enseignement. Donc, l'INWE de l'Afrique du Sud a partagé une situation où elle s'est retrouvée en train de travailler avec des enseignants peu compétents qui ont été recrutés pour pallier l'absence, le déficit d'enseignants. Et au fil du temps, il s'est rendu compte que ces enseignants avaient de faibles compétences linguistiques. Et elle a alors commencé à travailler dans un programme qui visait à développer les compétences pédagogiques des enseignants, de même que leurs compétences dans la langue d'enseignement. Et la leçon qu'on a tirée de cette expérience en Afrique du Sud, c'est que les enseignants ne sont pas disposés à utiliser la langue d'enseignement de façon compétente. Ils peuvent transmettre semer la confusion dans la tête des apprenants s'ils ne comprennent pas bien la langue dans laquelle. Donc, la compétence linguistique, la compétence des enseignants dans la langue d'enseignement doit être prise en compte et les enseignants doivent être appuyés de sorte qu'une fois qu'ils remarquent que l'enseignant a une faible compétence linguistique, on essaie d'améliorer ses compétences. La dernière innovation qui avait été partagée portait sur l'enseignement bilingue, ou ce que le présentateur Ayla Gordon a appelé la translinguistique. Cela s'est passé à l'Académie de Mombasa, où les apprenants apprennent les sciences aussi bien en anglais qui est la langue officielle du pays, la langue d'enseignement, de même que dans le Kiswahili, qui est une langue nationale au Kenya. Et cela est fait comme façon d'améliorer la compréhension des concepts, mais également ça permet d'apprendre, de permettre à l'apprenant de se connecter avec son environnement et sa culture. Elle a partagé un cas où des étudiants ont visité Simba Hill, l'écosystème à Mombasa, et ils ont appris comment fonctionne l'écosystème. Mais le plus intéressant, c'est que les apprenants ont mené des entretiens avec les gardes dans le parc de Simba Hill en Kiswahili, et ils ont rédigé les questions et les réponses à la fois en anglais et en Kiswahili. Et là, ils ont fait leur compte rendu en anglais et ils ont écrit leur rapport en Kiswahili. Nous avons remarqué qu'il y a un effort délibéré des enseignants d'utiliser les deux langues, anglais et Kiswahili, pour dispenser leur enseignement. Et cela est effectué à travers une collaboration entre les enseignants
et cela est favorisé par également l'environnement dans l'école. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? On a appris de ce qu'il y a des possibilités de faire un enseignement bilingue en Afrique. Il est possible d'avoir une éducation bilingue et les apprenants seront alors plus intéressés au processus d'apprentissage. Si ce qu'ils apprennent est lié à leurs expériences quotidiennes. Pour conclure, je voudrais dire qu'il y avait un consensus autour de la nécessité de développer davantage les capacités des enseignants et de faire en sorte qu'ils adoptent des méthodologies d'apprentissage qui feront que les mathématiques et les sciences seront plus intéressantes à apprendre. Même s'il n'y a pas eu de présentation sur le genre, cet aspect a été survolé et il a été convenu généralement qu'il faudrait qu'il y ait des efforts ciblés ayant pour objectif de s'assurer que le genre, l'égalité en genre plutôt, est prise en compte dans l'enseignement des sciences et des mathématiques. Je vous remercie. Merci. Le groupe qui suit sur la mise en œuvre de la renaissance africaine et des idées panafricaines. J'ai participé à ce groupe de travail et j'ai trouvé cela très intéressant. Modérateur, je m'en vais vous présenter le rapport sur la session parallèle 3 portant sur la nouvelle école africaine. Et cette session était modérée par son Excellence M. Simao, ministre de l'Éducation de l'Angola. Et le discours liminaire a été lu par le Dr Moussa Aye, qui a présenté en même temps le passé, comment valoriser le passé de l'histoire de l'Afrique dans le curriculum. Le panel était composé du professeur Baba Moussa, de Maître Abdurrahman El Mokhtar, de Madame Rike Wilhelm, de Dr Ida Diallo, de Dr Alain Hema et du professeur Balalia Ibrahima qui est coordonnateur de ce sous-thème. L'objectif général de ce panel, c'était d'approfondir la réflexion sur comment réinventer une nouvelle école africaine à travers la mise en œuvre d'une éducation à la renaissance culturelle africaine aux idéaux du panafricanisme afin de promouvoir l'intégration continentale et la naissance des États-Unis d'Afrique. Plus spécifiquement, il s'agira d'identifier les connaissances, les expériences et les bonnes pratiques de mise en œuvre à intégrer dans l'éducation et à la formation à tous les niveaux et à tous les sous-secteurs. Les principales, je suis en train de suivre le canevas qui a été proposé par les organisateurs. Les principales questions qui ont été soulevées lors de cette session sont: comment valoriser le passé de l'Afrique dans le curriculum en renforçant l'enseignement de l'histoire dans une perspective africaine. Également, comment rompre avec l'école prisonnière de la forme scolaire en ouvrant l'école à la communauté, à l'environnement, au savoir endogène, à l'histoire, à la culture. Et en gros, comment décoloniser l'école africaine. Également, l'une des questions qui a été récurrente, c'est comment rendre l'école dynamique pour toucher les sensibilités, les pratiques hors classe. Et ensuite, comment intégrer les savoirs et savoir-faire endogènes dans le curriculum dans un contexte de multilinguisme et de multiculturalisme. Nous avons eu le témoignage par rapport aux initiatives, au programme et expériences réussies. La première initiative, nous avons eu le témoignage, des témoignages basés sur des cas concrets pour ce sous-thème. La première initiative porte sur la collection de l'histoire générale de l'Afrique qui a mobilisé plus de 350
spécialistes et qui ont produit en 35 ans une somme colossale de connaissances sur le développement culturel, scientifique, politique de notre continent sur plus de 3 millions d'années. Ce document qui a mobilisé les éminents spécialistes, historiens et sociologues de notre continent offre une base valable pour le développement de curricula communs qui met en exergue le génie des peuples africains, autant ceux qui sont sur le continent avec ceux de la diaspora. Malheureusement, ce document n'est pas suffisamment disséminé dans les différents programmes éducatifs. Peut-être rares sont les gens dans cette salle qui sont au courant de ce programme, de ces 8 volumes portant sur l'histoire générale de l'Afrique. On a aussi une très belle initiative qui s'est passée au Mali, notamment dans le centre du Mali à Mopti, portant sur l'intégration des savoirs et savoir-faire endogènes dans le curriculum des écoles. Ce qui a permis d'avoir une école participative et ouverte aux réalités socio-économiques de la localité. Toute chose qui a favorisé d'une part l'adhésion de l'ensemble de la communauté à travers la contribution des ressortissants du terroir à l'élaboration des programmes et d'autre part de trouver la balance et l'équilibre dans un syncrétisme à opérer entre modernité et tradition. Il y a une question essentielle aussi, initiative essentielle qui est portant sur la formation, et je dirais même innovante, la formation des enseignants, notamment les Machibombando en Angola, qui est une très belle initiative de formation, d'intégration des élèves enseignants à travers le continent, à travers le voyage en bus, une initiative que l'on gagnerait à dupliquer, à partager avec les autres pays du continent. En termes de bonnes pratiques et d'initiatives, nous avons le cas du Burkina Faso, où nous sommes actuellement, ils sont actuellement en train d'expérimenter l'intégration de l'art et la culture dans le curricula. Il y a notamment l'exemple des classes d'art qui consistent à utiliser l'art pour le développement intégral de l'enfant. Il y a le théâtre, la tente théâtrale Touareg, qui consiste à créer au sein des écoles un théâtre focalisé sur l'histoire de la localité. En termes d'enseignement, il y a également, qui s'est dégagé par rapport portant sur les enseignements tirés et les implications en matière d'élaboration des politiques et leur mise en œuvre. En termes d'enseignement, il y a un consensus qui s'est dégagé selon laquelle l'école africaine, dans sa forme actuelle, ne permet pas d'atteindre les objectifs. Rompre sur, disons, le fait de rompre avec l'école prisonnière de la forme scolaire pour construire un modèle éducatif holistique africaine qui favorise l'intégration continentale et le panafricanisme. Maintenant, comment mettre ces initiatives-là en marche, en place? Comment les mettre en œuvre? Ceci a des implications au niveau politique, ces initiatives-là, notamment dans la mise en œuvre des programmes et politiques qui promeuvent l'enseignement et l'apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs, des langues nationales bien sûr, et l'intégration de la culture et les savoirs endogènes dans les curriculums, l'arrimage entre le formel, le non formel et l'informel. La formation des enseignants selon cette nouvelle vision, l'élaboration des contenus adaptés et l'acquisition de matériel didactique en qualité et en quantité suffisante pour une mise en œuvre réussie de ces politiques et programmes. Il est important d'avoir ou de réaliser un plaidoyer en amont auprès de l'ensemble des acteurs. Mise en œuvre réussie de ces politiques et programmes. En somme, il est important, toujours dans la logique de réaliser un plaidoyer en amont, de respecter le canevas des organisateurs. Nous avons recensé essentiellement 3 consensus autour des discussions. La nécessité de réinventer l'école africaine pour l'adapter aux réalités socio-économiques et culturelles du continent, la prise en compte des langues nationales dans les programmes
éducatif, l'adapter aux réalités socio-économiques, la formation des enseignants avec un focus sur l'enseignement des valeurs à la citoyenneté, à l'intégration continentale, éducatif et au panafricanisme. La formation des enseignants avec un focus en termes de recommandations des valeurs à la citoyenneté, à l'intégration continentale. Nous avons globalement retenu 6 recommandations à ce stade, à savoir s'inspirer de l'exemple du Machi Bombando, un modèle d'intégration et de formation réussi. Nous avons globalement retenu dans la formation des enseignants à ce stade, à savoir s'inspirer, si possible, du Machi Bombando dans un modèle d'intégration et de formation réussi. Il y a dans la formation des enseignants, l'inclusion dans la formation des enseignants, les fondamentaux des disciplines artistiques sur le continent et valeurs patrimoniales culturelles, afin de dispenser autrement les cours pour une école plus dynamique et focalisée sur l'environnement, la localité et les réalités du terroir. Approfondir la formation des enseignants à la transcription des langues locales d'enseignement, puisqu'on ne peut pas prôner l'utilisation et l'apprentissage des langues sans transcription de ces langues-là, à la transcription des langues locales d'enseignement, puisqu'on ne peut pas prôner. Ensuite, il y a l'organisation des détenteurs des savoirs locaux, en les aidant à recenser et capitaliser les savoirs et les valeurs les plus utiles aux communautés concernées, susceptibles d'être introduits dans le curriculum, puisqu'on ne peut pas intégrer et capitaliser les savoirs et les valeurs les plus utiles. Et mener une recherche scientifique sur l'enseignement et l'apprentissage des langues nationales dans une perspective régionale et continentale. Et mener une recherche scientifique, repenser la qualité de l'éducation dans une vision holistique. Généralement, quand on parle de qualité de l'éducation, les projecteurs se focalisent sur le formel. La qualité de l'éducation. Nous avons dans une vision holistique les maîtres artisans qui sont dans l'informel. Nous avons les projecteurs se focalisent les alphabétisateurs. Sur le formel. Nous avons les maîtres artisans qui sont dans l'informel. Les détenteurs des foyers, les maîtres des foyers coraniques, les alphabétisateurs. Donc tous ces éléments-là, il faudrait les intégrer dans la culture, dans la qualité de l'éducation. Et en guise de suivi de la triennale, nous proposons, nous recommandons à l'ADEA de mettre en place un dispositif de haut niveau pour examiner la pertinence et la faisabilité des recommandations qui seront formulées ici et élaborer et mettre en œuvre une feuille de route pour l'implémentation des recommandations retenues. Je vous remercie. Des recommandations qui seront formulées ici et élaborer et mettre en œuvre une feuille de route pour l'implémentation des recommandations retenues. Je vous remercie. And the rapporteur from this group is Mary the final group, Group D, will be building peace and global citizenship. Thank you very much, Chair. I'll take you through citoyenneté mondiale et éducation. Marie Kangeti sera le rapporteur de ce groupe. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous lire ce que nous avions dans notre groupe ici dans l'auditorium. Et brièvement, je vais essayer de relever les conclusions principales. En termes de présentation, il y avait eu des changements dans le programme, donc j'ai fait l'allocution principale où on a tiré les conclusions principales du coordonnateur thématique. J'ai pu partager une analyse des documents dans ce domaine, également de ceux-là qu'on a distribués et des consultations en ligne que nous avons pu effectuer. Ensuite, dans le même panel, nous avons eu 7 intervenants qui ont présenté sur la base de la recherche et des programmes qu'ils entreprennent dans leur pays ou organisation. Qu'en est-il des conclusions principales qui se sont dégagées de ce panel? Nous savons qu'il y a des défis dans ce domaine. Nous savons que la paix est une question importante en Afrique. Pourquoi nous avons des enfants hors de l'école? C'est dû au fait qu'il n'y a pas de paix. Et également, nous n'avons pas une compréhension commune de ce que nous devons faire, comment conceptualiser la paix et la citoyenneté. Un autre enjeu majeur est que la paix
that also incorporated in our policies. Then, something that also came up is the involvement of youth. There is inadequate involvement of youth, and we had one presentation that was basically focusing on nous avons parlé de l'implication des jeunes, parce que cette implication n'est pas inadéquate. Il y a eu une présentation qui a été faite sur cette implication et j'en viendrai aux conclusions. En termes de propositions qui ont été faites, il y a eu un modèle de promotion de la paix à travers l'éducation qui a été proposé et qui devrait nous permettre à atteindre l'objectif d'une Afrique paisible, vivant en paix avec elle-même, dans le cadre de l'agenda 2063. Le modèle contient 3 piliers. Nous disons que nous devons avoir des interventions systématiques, des interventions basées sur les programmes académiques et également forger une collaboration, des partenariats au niveau régional, au niveau national. En fait, il s'agit là de partenariats multisectoriels. Il y a également une tendance à la paix qui est sous-tendue par un engagement politique à la paix, l'implication de genre et les NT. Nous devons aussi regarder quelles sont nos difficultés historiques. Certains pays semblent bien s'en sortir, comme le Rwanda, qui utilise une approche enfin aider les enfants à faire face à leurs difficultés. Également du centre de l'Asie-Pacifique pour la compréhension mutuelle. Nous avons des collaborations entre pays que nous devons mettre en place en vue d'avoir la possibilité de développer davantage les capacités de nos enseignants. Nous pouvons le faire à travers divers forats. Nous avons les programmes de bourse de l'UNESCO dont nous pourrions profiter. Et nous avons également les programmes d'échange que nous devrions être en mesure d'utiliser. Ensuite, la recherche. La recherche a fait l'objet de présentations. Nous avons tiré une leçon essentielle. C'est que les administrateurs d'école ainsi que les enseignants peuvent renforcer les interactions normales entre eux-mêmes et les apprenants pour consolider la paix. Et c'est le message essentiel qui est venu de la recherche. Également, une expérience partagée avec le Nigeria, qu'il faut mettre en place des environnements conviviaux, parce que nous devons accélérer l'accès, mais également l'apprentissage. Donc, il faudrait qu'on capitalise les acquis en matière d'éducation. Enfin, des initiatives réussies qui sont ressorties lors de la discussion de groupe. Nous avons Live Together Intervention International. Ces personnes ont pu élaborer des matériaux, des concepts méthodologiques et je pense que c'est des opportunités éducatives qui s'offrent à nous, particulièrement pour des programmes académiques et ce qui se passe dans les salles de classe. C'est une belle leçon par conséquent. Elle a fait l'objet d'une mise en œuvre au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda, au Nigeria, aux Comores. Et en fait, il y a eu un bel engagement. Une autre expérience qui a été partagée, je pense que cela a été mentionné par ma collègue du sous-groupe 1, faire en sorte qu'on mette l'accent sur l'instruction, les structures, l'éducation à la santé, l'environnement convivial et l'environnement physique de l'école. Et là, certaines des conclusions ont parlé de l'accès
et également le seul fait que les enfants se sentent heureux à l'école, comme je l'ai dit plus tôt. Une innovation. Là, nous avons également les activités récréatives. Comment utiliser les activités récréatives en vue d'éduquer les enfants, de les instruire et plaider en faveur de la paix? C'était une intervention très attractive qui impliquait les enfants. Il y a une présentation de la part de l'UNESCO qui met l'accent sur comment nous faire comprendre qu'il y a des ressources de recherche que nous pouvons utiliser. Également, the areas that we were able to look at in sub-4, and we will be sharing more, I think, tomorrow, based on other sessions that we have picked from other sessions. Thank you very much. And we will be sharing more. 4. Et je pense que demain, nous pourrons revenir sur cela. Quand on aura regardé ce que les autres sessions ont pu tirer comme conclusion. Je vous remercie. Merci. Quelques minutes. Nous avons 10 minutes avant la fin, avant 19 heures. Je voudrais poser une question à chacun des rapporteurs. Je pense que le terme qui est revenu dans tous les groupes, c'est le terme mise en œuvre, mettre en œuvre. Et bien sûr, c'est en ligne avec le thème de cette triennale. Comment faire en sorte que les choses se fassent. Maintenant, comment mettre en œuvre, par exemple, je me pose la question souvent de savoir pourquoi est-ce que la mise en œuvre ne se fait pas. Et là, je pense aux entraves, aux obstacles. Et l'autre question, est-ce qu'en moins de 2 minutes, vous pouvez revenir sur les sujets qui sont revenus dans vos groupes, les thèmes récurrents, la langue d'instruction, le STEM par exemple, les NTIC. Est-ce que vous pouvez indiquer juste, faire ressortir juste 2 obstacles qui entravent la mise en œuvre adéquate des politiques d'éducation? En fait, ce qui est ressorti, c'est le vide qu'il y a entre le développement des politiques et ce qui se passe dans la salle de classe. Je pense qu'il faut adopter des approches allant de la base vers le haut. Je pense que plus nous pouvons mettre en œuvre de ces initiatives dont nous parlons, mieux c'est. Ma suggestion est qu'il faudrait que nous essayions de faire le pont entre les deux à travers des consultations. Parfois, les enseignants ne comprennent réellement pas d'où provient ce qu'ils mettent en œuvre. Donc, ne comprennent pas le fondement des politiques qu'ils mettent en œuvre. Donc, mieux nous les impliquons, mieux nous aurons une mise en œuvre, nous aurons des moyens de mise en œuvre. Oui, vous avez parlé de la méthode de la base vers le haut. C'est ça que vous suggérez? Oui, précisément. Je pense que, en fait, ce qui est usuel, c'est de voir qu'on vient d'en haut pour descendre. Mais je pense qu'il faudrait inverser, partir de la base vers le haut. Merci. Je suis d'avis, plutôt que les présentations ont été faites, il serait important ici de parler d'innovation, parce que pour moi, c'est un terme important. Et nous parlons d'innovation, mais lorsque nous nous arrêtons au papier, nous n'aurons pas
capitaliser beaucoup d'acquis. Pour cette raison, il faudrait passer à l'action. Et passer à l'action, pour moi, c'est avoir une plateforme en vue de partager la connaissance. Parce que beaucoup se fait sur ce continent. Et sans ces plateformes, il y aura des répliques ici et là, sans que l'un sache ce que l'autre fait. Mais avec ces plateformes, en cliquant sur un bouton, nous pourrons partager les expériences, apprendre l'un de l'autre et pouvoir faire avancer notre continent. Je vous remercie. Sur les ressources externes. Bon, en ce qui me concerne, je pense que basé sur l'intégration africaine, les idéaux du panafricanisme, la valorisation de l'histoire générale, cette mise en œuvre doit compter sur les ressources endogènes du continent. Nous parlons de langue nationale, il va falloir transcrire dans ces langues. Une formation, il y a toute une politique, les ressources endogènes du continent. Un travail en amont qu'il faut faire, mais essentiellement, et je suis tout à fait d'accord avec Mary, qu'il faut une démarche participative à la base qu'il faut faire. Par exemple, quand on parle d'intégration des savoirs locaux dans les cultures, je suis tout à fait d'accord avec Mary, intéresser les producteurs de ces savoirs-là. Et je pense que c'est là où beaucoup de systèmes africains ont failli. Bon, maintenant, en termes de, il y a un travail de suivi aussi à faire dans la mise en œuvre, puisque chaque fois, bon, il y a politique de développement 10 ans, politique de développement, c'est des choses imposées. Il faut une réflexion à l'interne, une école africaine pensée par les Africains pour les Africains. Je vous remercie. De développement, c'est des choses imposées. Il faut une réflexion à l'interne. Une école africaine pensée par les Africains pour les Africains. Personally, I think we have a lot of resource in Africa, but we are underutilizing it. I think there's need for us to create. Personally, I think we have a lot of resource in Africa. Je dirais que nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Nous les sous-utilisons. Par conséquent, il faudrait créer des plateformes d'apprentissage pour pouvoir apprendre les uns des autres. Nous sommes toujours prêts à aller en Suède, au Japon, en Chine, pour apprendre ce qui s'y passe. Toutefois, il y a des qui contre. J'ai pensé que nous organisons, je pense que c'est 23 pays en fait en Afrique qui ont soumis des documents sur ce qu'ils pensaient être des expériences réussies dans leur pays. Et qu'en est-il d'apprendre de nos erreurs également, de nos expériences qui n'ont pas réussi. Et on a vu quand même qu'il y avait quelque part une efficacité pédagogique quand on apprend dans sa langue maternelle. Et il y a des expériences qui ont réussi, d'autres qui ont échoué. Qu'en est-il également d'apprendre de ces échecs? Rapidement, quelques commentaires sur cela. I would say in the case of mathematics and science, we are aware that these are Concernant les langues d'apprentissage, and like any culture, je dois dire que pour ce qui est des mathématiques et des sciences, nous savons bien que ça, ce sont des aspects culturels. Et comme toute culture, chaque matière a ses outils culturels. L'exemple d'un outil culturel de la science et des mathématiques, c'est la langue. Ces deux matières ont leur propre langue. Et tant qu'on demandera à nos apprenants d'apprendre dans une deuxième langue, c'est comme si on les surchargeait. On le surcharge
charge And when we do that, dans la mesure then the où students ils are bound apprennent to à la sit in fois class. la langue Just d'enseignement, now the ensuite content. ils utilisent cette langue pour apprendre un contenu. Donc ils And apprennent so deux the fois. best Et way quand on fait to ça, do là, it, les it may apprenants not be an sont condamnés overnight à rester en thing classe et to à do, regarder l'enseignant but it enseigner. is possible because Donc if la meilleure students can façon learn de le a faire, science in mathematics, peut-être que ça, c'est pas quelque chose qui va se réaliser du jour au lendemain, mais c'est quelque chose de possible. Parce que si les apprenants apprennent les maths et les sciences en japonais, we il need faut to be appeler flexible et en chinois, in the way we ils ask peuvent donc ourselves to prendre teach dans our leur langue. mathematics. Certainement, c'est pas quelque chose qui se But réalise rather than du jour au making lendemain, it a mais nous policy devons that faire preuve de from this flexibilité dans la grade manière to another de grade nous you must demander teach in this foreign d'apprendre, language. d'enseigner Why les can't we mathématiques make et les the sciences à teachers nos apprenants ask the au lieu d'en teachers faire to une replace politique? and allow the learners de telle to classe à telle converse autre with classe, each other on doit enseigner ceci dans the des langues language étrangères. they Pourquoi can faire de best sorte, pourquoi understand ne pas demander the aux content. enseignants And d'être allow flexibles one of et them permettre perhaps aux apprenants familiar in the language se of familiariser instruction avec les the langues other. qui leur permettent de One comprendre of le them, contenu perhaps et that demander is à the un kind d'entre of- eux in the qui language connaît bien of la langue as far as d'enseignement to explain to the d'expliquer others what aux is autres content. élèves But it le is contenu de la That is the matière. kind of Ça, c'est une sorte de flexibilité dont je parle concernant la langue d'apprentissage. Difficile, à long terme, longue haleine, mais possible. Je pense que la discussion, je veux insister sur le fait que il faut voir comment les enseignants sont préparés à enseigner les valeurs de l'éducation. J'ai vu dans mon pays, quand on fait notre revue, il y a des attentes qu'on voit chez les enseignants. Mais il faut savoir, ils doivent être en mesure d'interpréter le programme d'enseignement, développer, élaborer des plans d'enseignement, des plans de leçons. Et quand les livres des professeurs qu'on leur donne, ils doivent pouvoir les interpréter, les appliquer. Parfois, même nos enseignants n'ont pas la capacité de traduire ce qu'ils voient dans le programme par rapport aux valeurs. Un plan de leçon qu'ils peuvent exécuter. Ça, c'est une grande faiblesse. Pour moi, ce que je propose, c'est d'essayer d'apporter un appui conséquent aux enseignants parce que du point de vue des matériels didactiques qu'on leur donne pour délivrer les leçons pour que les enseignants puissent les utiliser. Lorsqu'on a un enseignant qui a une forte capacité élevée, là, il va enseigner bien sa leçon. Mais il nous faut également voir les matériels didactiques qu'on donne à nos enseignants pour qu'ils puissent interpréter le programme d'enseignement. Parfois, une éducation basée sur les valeurs, c'est quelque chose de très difficile à enseigner. Ok, moi je pense qu'on ne peut pas les former. Ça doit commencer par la formation, l'intégration de ces langues-là dans les écoles normales de formation des enseignants. Puisqu'on ne peut pas les former dans une langue étrangère et les demander d'aller enseigner dans une langue nationale. Il faut être conséquent et logique à mon avis. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you for attending. I think we have. Je pense que on me rappelle à l'ordre. Il y a des gens qui sont venus chercher. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je pense que c'est la session la plus intéressante. Merci notamment pour les rapporteurs, pour l'excellent travail que vous avez fait, pour les excellentes présentations que vous avez faites. Merci beaucoup, Richard, et merci aux membres du panel pour le fantastique travail que vous avez effectué à la fin d'une journée aussi longue. Je pense qu'on va terminer avec une bonne note. Nous allons dérouler le programme de demain et en le déroulant, nous allons terminer avec la conférence de presse ainsi que le cocktail de clôture. Mais d'abord, la journée va commencer à 8h30. Exactly. The day starts at 8:30 tomorrow. 8h30 demain. Essayez d'être là à 8h30 demain. On va commencer avec la grande question qui a répandu la langue, à savoir, certainement vous allez venir avec des idées fortes
mon ancien collègue et mon ami qui va facilement modérer la conférence, mon ami Zinga du Zimbabwe, l'ancien ministre de l'Éducation. Il sera très intéressé par les idées que vous allez So once again, your ideas on that would be most welcome, it seems to me. And finally, we'll be talking about a plan of action for ADEA. So lots of good things to think about and hopefully put on the table tomorrow before we all leave, so that this would have been a very truly fruitful gathering and hopefully would steer education in Africa in the right direction. So that's it, 8 o'clock. The buses are now, should be out there, I was told, but don't hold me to it. A lot of things have gone right, but so have a lot of things not gone right. But the buses should be out there, and transportation back into the city should be ready. So thank you all, ladies and gentlemen, and we should see you here bright and early tomorrow morning. Et nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci, bonsoir.